Bienvenue, nous sommes au lendemain des élections législatives et au lendemain des élections législatives, nous ne savons qu'une chose, ceux dont les Français ne veulent pas. Ils ne veulent pas du Rassemblement national au pouvoir, le RN a gagné très largement les élections européennes, il était en tête très nettement au premier tour des législatives, au point de pouvoir imaginer pouvoir constituer une majorité absolue à l'Assemblée, mais un front républicain s'est constitué pour lui faire barrage. Force est de constater que, une fois encore, ce front républicain a fonctionné. C'est la première leçon du scrutin. Le plafond de verre, qui jusqu'ici a éloigné l'extrême droite du pouvoir, résiste encore. Ce que les Français ne veulent pas non plus, c'est donner une majorité absolue au président de la République. Ils ne l'ont pas fait en 2022. Ils confirment et amplifient leur choix en 2024. Il y a, les candidats sur le terrain en témoignent, un rejet très fort de la personnalité d'Emmanuel Macron. Il faudra en tenir compte. Ils ne veulent pas enfin d'une majorité de gauche. Le Front populaire est certes le groupe le plus nombreux à l'Assemblée, mais il est très loin d'obtenir la majorité absolue. Appliquer tout son programme, comme le proclame Jean-Luc Mélenchon, sera donc impossible. Voilà donc ce dont les Français ne veulent pas. Plus difficile est de savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils, après un vote qui est plutôt un vote contre qu'un vote pour, est-ce qu'ils veulent un gouvernement d'union? Mais comment et avec qui? Une nouvelle élection présidentielle? Mais quand? Eh bien, pour en parler, Armelle de Brachopard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques. Et vous allez donc nous éclairer là-dessus. Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Vous êtes politéo-économiste, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay et fondatrice du site Élections Scope. Raphaël Matin-Duvigneau, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Toujours. Et alors, tiens, vous nous avez apporté pour... alors, remarquez, on aurait pu... La nuit des longs bateaux, des longs couteaux. Ça Ça aurait pu être un l'actualité. C'est votre dernière apparition? Cette dernière apparition, c'est un vaste et grand roman historique qui s'étale de 1938 à 1945, notamment comme personnage central, aussi bien Bismarck que Hitler et De Gaulle, et aussi le Bismarck. Ah bon? Le bateau, voilà. C'est pour le ça Bismarck, le bateau, oui. Parce que 1940, il n'est plus tout à fait en état. C'est une vaste fresque historique, tout est vrai. Donc, très très bon bouquin pour l'été. Ah bah génial. Pas seulement. Donc La nuit des longs bateaux aux éditions Lajoigny, et c'est de Stéphane Ox. Voilà. Alors, on va peut-être commencer. Armelle, peut-être commencer avec vous. Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez entendu les résultats d'hier, hier 20h? Vous seriez surpris si je vous disais que je n'avais pas été surprise. Non, pas surprise de la participation qui avait été annoncée et qui ne marque pas simplement un front républicain, mais contrairement à ce qu'on a dit ici même il y a quelque temps, il n'y a pas de fatigue non, démocratique. Absolument. Et ça, on parlait de ça, oui, absolument. Ça, je crois que c'est très important. La deuxième chose, c'est que en mettant le Front populaire en première ligne, eh bien, il n'y a pas simplement l'arc républicain, il n'y a pas simplement le rejet. Ils ont tout de même un projet et ils ont tout de même, alors, vont-ils y arriver, la volonté de gouverner. Et ils sont les seuls, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ils sont les seuls à avoir un véritable programme. Vous parlez du Front populaire, hein? Du Front populaire, hein, à avoir un véritable programme. Et puis le troisième point qui n'est jamais évoqué, mais alors jamais, c'est le problème de la parité. On ne voit absolument pas de commentaires dans la campagne. Le sujet n'a pas été évoqué, n'a pas été commenté. Or, la parité va régresser, hein, puisque aucun des partis politiques... N'a respecté Aucun n'a respecté. Je pense que c'est une des raisons du silence, y compris des médias, sur ce problème. Aucun n'a respecté. Évidemment, celui qui a le moins respecté, c'est le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national, avec un tiers de candidatures féminines seulement. Ah oui. Et en plus,
dans des circonscriptions qui n'étaient pas gagnables. C'est-à-dire qu'on se retrouve exactement dans le même cas de figure que quand la parité a été instituée, où on s'est dit, bon, on est obligé de mettre des femmes, on les met là où on peut. On met des quotas, et voilà. On va obliger, sinon... Oui. Alors, cela dit, ils vont payer des amendes, Alors, ils vont payer des amendes, mais... le Rassemblement national s'est dit, comme on va être pas très loin de la majorité absolue, on aura plein de sous parce qu'on a de l'argent. Ah oui, ils vont en avoir quand même. Oui. On a de l'argent par personne qui par voix et on a de l'argent par élu. Oui, donc il y a une belle petite cagnotte qui est estimée à 20 millions d'euros qui permet de payer les pénalités qui peuvent aller jusqu'à plus d'1 million d'euros. Oui, quand même, oui. Voilà. Et l'idée étant, on a plus de chance avec un candidat masculin, donc on rattrape par rapport au fait de ne pas mettre une femme. Et alors c'est intéressant parce que là, moi je n'ai aucun chiffre et puis les prénoms ne sont pas toujours mis, donc je ne sais pas, j'ai pas encore fait mes calculs pour savoir qui sera élu. Mais la parité qui avait déjà un peu régressé en 2022 va encore régresser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que une écologiste, on lui a posé la question, et elle a dit, oh, mais vous comprenez, on lui a posé la question pour le Front Populaire, et elle a dit, ah oui, mais vous comprenez, c'était déjà tellement compliqué entre nos quatre... C'est vrai qu'ils ont dû aller vite. Non, elle a dit, c'est mieux que ça. Elle a dit, c'est déjà tellement compliqué entre nos 4 groupes de dispatchés qu'on n'avait pas le temps de s'occuper de ces détails. Le mot détail renvoie quand même... qui dit ça. Oui. Absolument. C'est pas joyeux. C'est pas un rassemblement national. C'est pas glorieux. C'est intéressant la surprise parce que c'est vrai qu'on compare par rapport au premier tour, au résultat du premier tour, par rapport au sondage. Si on compare par rapport aux élections de 2022, il y a quand même une poussée très forte du Rassemblement national, qu'on le veuille ou non. C'est quand même devenu le premier parti qui est quand même le premier parti de France, voilà, oui. C'est quand même pas anodin. Il est le 3e groupe dans l'Assemblée nationale, mais il reste quand même le premier parti de France. Alors après, c'est vrai que même avec 33% de vote pour le Rassemblement national au premier tour, ça veut dire qu'il y a quand même 66 ou 67% de gens qui n'en veulent pas. Comme à chaque élection, finalement, comme à chaque élection, effectivement, le vainqueur putatif du premier tour n'est pas le vainqueur du second tour. Moi, c'est pas toujours le cas, mais bon, en 2022, ça a été aussi. Il y a un exemple, je crois, c'est 78. Où la gauche est très en avance au premier tour, et finalement les Giscardiens finissent par avoir la majorité. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que le vainqueur du premier tour est arrivé 3e. Pour rebondir sur ce que disait Armelle en termes de financement, c'est vrai que le Rassemblement national va avoir beaucoup d'argent concernant les voix du premier tour et concernant aussi le groupe politique parce que chaque groupe politique va avoir une cagnotte et finalement cette cagnotte, alors pour payer des amendes effectivement, mais je joue avec un coup d'avance, cette cagnotte va leur servir aussi pour financer, je pense, la formation des élus, la formation de leurs cadres, la formation de leurs militants pour préparer 2027. Et ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et je pense que finalement, je pense que 2027, c'était quand même leur ligne, leur cible. Finalement. Oui, alors on va en reparler parce que je vous poserai la question de savoir si c'est pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, la défaite. Mais vous avez raison, pardon, et venez que je vous donne la parole, mais vous avez raison de dire que l'une des explications du recul du Rassemblement national au 2e tour, c'est l'amateurisme, c'est ce candidat qui sont absolument pas formés, qui sont et qui ont des casseroles. Ils auraient dû aller chercher des fichiers S, comme les Insoumis. Visiblement, ça fonctionne. C'est merveilleux. On va pas les mêmes fichiers S. 55% des voix pour un fichier S qui rentre à l'Assemblée. Attention, parce que fichier S, tout le monde pense que c'est de l'islamisme, c'est pas du tout. Mais non, il est antifasciste. Un militant antifasciste. Si maintenant vous êtes en train de nous dire que fichier S c'est bien, alors. Non, mais je dis pas ça, mais je dis simplement qu'on n'est pas fichier S forcément parce qu'on soutient. On n'est pas fichier S non plus par hasard. Le terrorisme islamiste. Je pense qu'autour de nous, personne n'est fichier S. Mais quand même, on a été frappé, c'est beaucoup passé sur les réseaux sociaux, par la nullité
la nullité ou les casseroles d'ailleurs d'un certain nombre de candidats du RN qui eux aussi ont dû aller vite, je suppose, pour désigner des candidats dans toutes les circonscriptions, ou pratiquement toutes les circonscriptions, et qui ont pris un peu n'importe qui, non? Et on pourrait même ajouter que sur les affichettes de campagne, on ne voit pas la tête du candidat, et il est ajouté Jordan Bardella, Premier ministre. C'est un peu ce qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon, mais je ne pense pas qu'il avait fait de cette façon sur le matériel officiel du vote. Donc là, dans la population, on entendait, certains ont dit, mais il y a des électeurs qui cherchaient le bulletin Jordan Bardella. Donc ça prouve bien qu'on a un peu quand même biaisé le message, que l'électeur a parfois motivé son vote en disant « je n'aurais pas voté Marine Le Pen à cause du nom et des antécédents au mémorial, mais par contre voter Jordan Bardella, on a déjà un Premier ministre de 34 ans, donc 28 ans, c'est dans la tendance, il va sur TikTok, il a une communication, il a une façon de s'adresser et aux jeunes notamment et aux populations qui est un peu différente, donc il y a aussi une partie qui peut expliquer cette tendance. Et là, la communication politique était quand même un peu, je dirais, manipulée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je voulais revenir, Patrice, si vous le permettez, sur deux choses, sur les deux points qu'on a évoqués ici, en évoquant un fait entre le premier et le second tour. Il ne nous a pas échappé qu'il y a eu des désistements nombreux, 200 ou 215 selon les cas. Oui, est-ce que le Front républicain a marché? La réponse est oui. Mais en même temps, les désistements ont eu lieu, ont été opérés sans savoir si le Front républicain allait marcher. Certains disaient même qu'il était un peu démonétisé, qu'il était obsolète. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Les gens disaient, après tous les électeurs, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils ne respectent plus les consignes, c'est une vieille magouille politicienne, etc. Parce que l'électeur pouvait se sentir manipulé. Sauf qu'en ayant un peu réfléchi, il y a deux façons de voir les choses. Soit l'électeur se sent manipulé, et il se dit finalement je m'abstiens, ni je m'abstiens ou je vote blanc et nul. Et apparemment les blancs et nuls ne sont pas exceptionnellement élevés et l'abstention est très faible. Donc là, visiblement, il n'a pas refusé. Au contraire, et même si j'ai bien perçu les messages de ce matin, la droite aurait elle aussi accepté, orpheline, d'aller voter et de voter contre son électeur de droite, contre son propre intérêt lorsqu'il vote pour un programme du nouveau Front populaire qui lui promet 14 tranches d'impôts et donc plutôt des impôts que des subventions supplémentaires. Donc il semble quand même que moi ça me rassure de penser que l'électeur a gardé son libre arbitre, qu'il a décidé de son plein gré, en conscience, d'aller faire ce choix parce c'est un vote que je qualifierais de moindre mal, de son point de vue, de seconde best. C'est je vote pour le moins pire des deux. Quand un électeur de la droite classique a le choix entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, pour lui c'est ni l'un ni l'autre, mais s'il doit faire quelque chose, il va finalement essayer de choisir pour lui le moindre mal est peut-être le candidat de gauche, de ce point de vue on peut imaginer de cette façon. Et donc, pour les gens de gauche, un candidat du centre, voilà, les gens vont chercher peut-être de LR. Voilà, mais juste pour terminer, ce qui va arriver ensuite, ce qu'on ne voit pas et ce que n'a pas vu l'électeur qui a fait ce sacrifice, c'est de se dire je vote pour ce candidat et c'est une stratégie électorale, mais après je mets en avant, et ça commence, et vous le signalez Armelle, c'est le programme du premier arrivé qui va être objet de négociation. Donc ça signifie que maintenant, les candidats de droite sont en dissonance parce qu'ils ont des convictions et des motivations qui sont à l'exact opposé peut-être du programme, à l'exact opposition du programme du Front populaire. Mais quand même, je vous laisse la parole, mais ce qu'on appelle le plafond de verre, ça marche, ça résiste encore. Le plafond de verre qui ne permet pas... Non ? Pour l'instant. Pour l'instant. Non, alors, pour l'instant, parce que oui, vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même, même si on voit le RN n'est que 3e dans les groupes à l'Assemblée nationale, qui progresse énormément. Il a progressé, il reste le premier parti de France, mais il y a quand même quand il est aux portes du pouvoir, il y a une mobilisation de ceux qui n'en veulent pas, quand même. Oui, mais cette mobilisation, d'abord, c'est toujours compliqué d'appeler ça un front républicain, à partir du moment où il y a LFI dans ce front. Je ne vois pas en quoi LFI est plus républicain. Non, mais c'est l'appellation. C'est une appellation qui me dérange. C'est une appréciation. Oui, ça, c'est une appréciation. Ça, c'est une opinion. Je peux appeler un front. Il y a un front contre le Rassemblement national, d'accord. Mais ça accrédite surtout l'idée, très répandue, qui va l'être de plus en plus, que les hommes politiques sont tous pourris. C'est-à-dire que de Macron... Mais si de Macron à François Hollande... Si je peux juste terminer. Que le président Macron
passe 15 jours à dire que LFI est un immonde parti immigrationniste, que c'est une catastrophe absolue, qu'il faut tout faire sauf voter pour eux, et puis tout d'un coup, une semaine avant l'élection, finalement, il faut voter pour eux. Ça, c'est le discours du RN. Mais c'est ce qui s'est fait. Le président Macron et Gabriel Attal ont appelé à voter pour Mélenchon. C'est un acte pour un moindre mal, parce que ça marche. Pour le moindre mal. Mais que ça marche. Après, on est dans une comment vont le ressentir les électeurs? C'est-à-dire que les électeurs, ils l'ont fait. C'est leur choix. Darmanin, qui est élu grâce à LFI, Elisabeth Borne qui est élue grâce à LFI, François Ruffin qui est élu grâce à Macron. Mais je veux dire, c'est ça qu'on appelle le Front républicain, justement. Ça va poser problème. C'est la définition même du Front républicain. C'est juste répugnant parce que dès le lendemain, dès ce matin, ils sont là en train de dire mais non, il faut surtout pas, on ne fera rien avec LFI. Mais je veux dire, l'électeur, lui, se sent totalement floué. C'est un scandale pur et simple. Je veux dire, non, c'est un vote contre. C'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote contre. Moi, je n'ai d'admiration et d'estime que pour les gens de droite ou de gauche, peu nombreux, qui ont refusé ce pacte immonde avec LFI. Quand il y a que ce choix binaire entre LFI et le Rassemblement national, la force de la démocratie, c'est de s'exprimer par un vote. Oui. Donc, il arrive un moment où on choisit le moindre mal. Mais que après, on va récupérer une dissonance qu'on va devoir régler. C'est ça le problème. Que les électeurs se décident, on leur a mes consciences très bien, mais que le président de la République change de cheval à mi-course. Non mais, je parle scandaleux. Il n'aurait déjà pas dû se mettre dans la course. Que François Hollande prennent la parole pour s'allier avec LFI et que depuis hier soir et encore ce matin, ils n'arrêtent pas de dire plutôt mourir que de gouverner avec LFI. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr qu'ils soient très amis avec Mélenchon pour autant. Mais je parle sous le contrôle d'Armel Le Bras-Chopard, mais c'est la vieille règle des élections à deux tours. Au premier tour, on choisit, et au deuxième tour, on élimine. Mais je ne parle pas du comportement des électeurs, je parle du comportement des hommes politiques. C'est tout. Mais les électeurs ont choisi. C'est une étape. Alors, il faudrait... on accepte les règles qui sont le mode de scrutin chez nous. Oui. Le scrutin. C'est peut-être une des limites d'ailleurs du mode de scrutin qu'on aurait peut-être intérêt à passer assez vite à la proportionnelle, ce qui éviterait en effet ce genre de un des points où tout le monde sera d'accord. De consensus. Parce que ça permettra de faire des coalitions avant l'élection. Ça permettra ou ça ne permettra pas. Raphaël, oui, c'est un vote contre. Enfin, c'est un vote contre et c'est évident que c'est un vote contre. Par contre, ce que disait Jean-Charles, alors sur la question des désistements et le Front républicain, je suis à moitié d'accord, à moitié en désaccord, mais c'est pas là-dessus que je vais intervenir. C'est sur l'après. C'est que effectivement, il y a une frustration de la part il y a déjà une frustration de la part des électeurs qui ont voté contre nature, pour droite pour le gauche, de gauche pour droite, peu importe. Et je pense que dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il y aura une dissolution dans un an, on n'en sait rien. Mais à mon avis, il va y avoir une frustration assez forte de la part des électeurs qui ont voté peut-être Front National, et d'ailleurs ils sont très nombreux, et qui vont se retrouver, alors peut-être pas pour le tous pourri, mais en tout cas, ils vont se retrouver dans une situation où on vote, on est de plus en plus nombreux à voter, mais on ne gagne pas. Et c'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gagner? Et effectivement, je pense que peut-être que lors des prochaines élections, j'en sais rien, je suis pas devant la matière, mais peut-être qu'il y aura encore plus de voix pour le RN la prochaine fois, parce qu'on se dira, là, on veut gagner. On veut qu'il gagne. C'est une question que je voulais vous poser, parce que est-ce que paradoxalement, là, tout le monde titre sur la défaite du RN par rapport à ce qui était attendu après le premier tour, mais est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle pour Marine Le Pen? C'est-à-dire qu'avoir 2 ans et demi de gouvernement RN, s'ils avaient eu la majorité absolue, elle se ruinait sa candidature à la présidentielle, non? Ils n'étaient pas prêts à gouverner. Est-ce qu'ils le seront? Ça, j'en sais rien. Mais là, ils n'étaient pas prêts à gouverner, donc je pense que pour eux, c'est parfait. Ils doublent au moins ils doublent leurs députés. Ils vont être le premier groupe politique. Si le nouveau Front populaire se reste divisé entre LFI. Ah non, il y a Ensemble qui est devant. Oui, il y a Ensemble. Pardon. Ils sont deuxième groupe politique. Deuxième groupe politique, c'est quand même pas négligeable. Pour eux, c'est une victoire. Comptable, c'est une victoire. Ils vont pouvoir, c'est ce que je disais, former leur cadre, former leurs élus. Ce dont ils ont besoin. Oui, absolument. Et effectivement, probablement qu'ils vont être prêts, en tout cas, pour la présidentielle ou avant. Notre mais je pense que c'est une bonne nouvelle en tout cas, si on se place du point de vue du RN, je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux.
Mais d'ailleurs, on disait beaucoup, par exemple, Dominique Régnier, qui est du CVPOF, avait fait plusieurs articles pour dire Marine Le Pen ne souhaite surtout pas la victoire du Rassemblement national, de la même façon que votre ami Jean-Luc Mélenchon ne souhaitait surtout pas la victoire du Front de gauche. Et c'est là on pourrait être d'accord avec Jean-Charles, qui considère que les politiques ne sont pas concentrés sur l'intérêt général du scrutin par cet aspect, quand on voit qu'ils enjambent la législative parce qu'ils ont déjà en tête la présidentielle. Et que dire d'Édouard Philippe qui annonce qu'il est candidat pour la présidentielle de 2027 peut-être. Il s'avance beaucoup sur la date du scrutin, mais simplement, sans porter de critique, mais en termes de communication, l'électeur va être complètement je dirais troublé par le fait qu'on a à peine terminé une législative et on a déjà des candidats qui le disent explicitement, qui se disent candidats pour la présidentielle. Donc soit c'est une façon de dire finalement ça ne sert à rien ou ça a peu d'importance, il faut passer à autre chose, ça peut marcher, mais c'est quand même particulier. Et l'électeur a besoin quand même d'être rassuré. L'électeur de toute façon va chercher à corriger sa dissonance. Il risque de demander récompense pour ceux qui ont voté dans le sens attendu. Donc là, le politique va être interpellé, il va devoir donner des gages. Après, je ne sais pas comment on va pouvoir résoudre cette équation qui me semble quand même particulière, qui consiste à dire on va avoir pas de majorité absolue, donc c'est la même chose que ce que l'on avait peut-être en pire, et du point de vue de l'économie, ça va être la même chose en pire, parce que le programme du nouveau Front populaire, s'il doit s'appliquer à la lettre, prévoit beaucoup du côté de dépenses, très peu du côté recettes. Alors, ils estiment qu'ils peuvent avoir par des moyens, je dirais, alors fiscaux, bien sûr, en alourdissant la pression fiscale, mais là encore, jusqu'à quand là où je ne suis pas complètement sûr que ça rapporte des recettes supplémentaires, c'est s'il y a du vote avec les pieds, des agents qui vont partir et puis qui vont aller se faire taxer ailleurs, parce que ce sera moins cher. La fuite des cerveaux, on commence déjà à l'observer. Les entrepreneurs qui attendaient et qui mettent en sourdine des projets, ça on le constate. L'image de la France à l'extérieur pourra avoir aussi un effet déplorable. Souvenons-nous quand François Hollande avait annoncé qu'il allait taxer les riches 75%, etc. On va avoir les mêmes effets. Et je ne sais plus quel est le point. Vous avez tout à fait raison. Là, vous avez raison. Pardon. Oui. Non, je voulais simplement dire qu'en fait, il n'y a pas qu'Édouard Philippe. On est, dès les premières interventions, je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en campagne présidentielle. Mélenchon, c'était implicite qu'il présentait. Attal met sa différence, sans parler des autres. Chacun est en train de se frayer son... On est en campagne présidentielle. Vous avez toutes les deux totalement raison. On a totalement éclipsé aussi le résultat des européennes. C'est-à-dire qui compte quasiment pour du beurre. Je veux dire, il y a une élection, tout de suite on passe à l'autre, mais plus personne ne parle des européennes. Parce que c'est des élections européennes. C'est quand même pas anodin. Et là, effectivement, vous avez raison, on va... C'est la majorité européenne qui compte. Voilà, la présidentielle, quel est le meilleur candidat à droite, quel est le meilleur candidat à gauche, quel est le bon... Les gens vont s'entre-déchirer. J'avais deux questions, justement. Enfin, une sur le plan, au fond, institutionnel et l'autre sur le plan économique. Mais sur le plan institutionnel, ce qui est intéressant, c'est que on n'a jamais très bien su ce qu'était le régime de la Ve République. Est-ce que c'est un régime présidentialiste? Semi-présidentiel, disait-on à un moment. Et on voit quand même que c'est un régime parlementaire. Un régime parlementaire. Et voilà. Et on l'a vu au moment des cohabitations, on l'a bien compris. Oui, c'est très intéressant de voir que le Parlement est... Et il joue son rôle. Oui. On parle beaucoup, en effet, de tous ces gens qui parlent pour ça à la présidence, mais le Parlement, il est important, quoi. Enfin, selon la majorité qu'il y a au Parlement, ça change évidemment beaucoup les choses. Dès les débats pour la rédaction de la Constitution de 58, Michel Debré dit c'est un régime parlementaire dans lequel le président exerce un pouvoir important. Mais c'est un régime parlementaire. Oui. Et c'est important de le voir là dans les faits. Et là, on va vraiment avoir un régime parlementaire. Absolument. Ouais. Avec un président qui sera sans doute un peu plus effacé. On va y revenir. Sur le plan économique, il y a une chose intéressante, c'est-à-dire que je crois qu'il y a eu un emprunt qui a été fait il y a une dizaine de jours pour pouvoir payer les fonctionnaires. Oui. On a des taux relativement bas. C'est vrai que si le Front populaire arrive au pouvoir, les taux pourraient s'élever et on pourrait ne plus pouvoir payer, pouvoir emprunter pour payer les fonctionnaires. Voilà, c'est une hypothèse. Sur le plan de payer les fonctionnaires, je crois que les choses sont prévues avec un décalage, donc ça, c'est pas vraiment ce qui me ferait peur. Le plus. Par contre, le coût de la dette, le fait qu'on a un spread. On est fonctionnaire, on n'est pas fonctionnaire par intérim.
intérêt. Le fonctionnaire n'a pas vocation à différent de la Grèce. Hein. Oui, oui. On n'a pas payé les fonctionnaires. On a un mécanisme. Non, mais il me semble que le mécanisme le prévoit. Mais bon, mais surtout. Le spread que l'on a entre la France et l'Allemagne, par exemple, là, c'était plus ou moins bien comporté sur le taux des emprunts, sur le taux de la dette et de la dette publique notamment. Là, il est possible qu'il reparte à la hausse. Il y a ça, il y a la notation, les agences de notation qui vont revenir à nouveau regarder comment la France se comporte et les promesses qui ont été faites sur la réduction du déficit. J'ose même pas en parler ni imaginer. Donc là, c'est à l'automne pour les 2 premières agences et puis une autre en fin d'année. Donc là aussi, mais le problème avec la France, c'est que on a quand même ce complexe de supériorité, too big to fail, disent les Américains, c'est trop grand pour sombrer, pour tomber. On n'est pas la Grèce, quoi, on dit. Voilà, on se dit. Et puis vis-à-vis de l'Europe, on joue cette chose régulièrement. On est actuellement quand même en procédure de déficit excessif. Donc ça signifie qu'on ne va pas pouvoir demander trop de largesse de la part de l'Europe. On va nous demander de faire des efforts. Je ne vois pas comment on va pouvoir faire des efforts pour revenir en dessous de 3% de déficit en disant simplement de la part du nouveau Front populaire, c'est pas important, la dette de toute façon c'est l'investissement. Voilà, c'est nécessaire, c'est pour la bonne cause, c'est pour la justice sociale et laisser aller l'économie à volo parce qu'à terme, si on va satisfaire à court terme, on va donner satisfaction à tous ceux qui ont voté pour. Alors je ne sais pas jusqu'où, mais à moyen terme, on va hypothéquer l'avenir des générations futures. Ça, c'est évident. Si on ne change rien, toute chose étant égale par ailleurs. Alors, on va peut-être passer à la situation. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Donc, Gabriel Attal a expliqué qu'il allait présenter sa démission aujourd'hui, enfin, sa lettre de démission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il disparaît aujourd'hui? Pas du tout. Non, c'est ce qu'on appelle une convention de la Constitution, une pratique de la Constitution. À chaque lendemain d'une élection législative, il est de tradition que le chef du gouvernement dépose et donne sa démission au président de la République. Le président de la République peut accepter la démission. Il peut la refuser, ce qui va probablement se faire. Donc, il n'y a aucune obligation pour le chef de l'État d'accepter la démission. Donc là, probablement, Gabriel Attal va donner sa démission, le président de la République va refuser, je suis presque catégorique, il va la refuser, ce qui va permettre au gouvernement, qui est un gouvernement démissionnaire, ça c'est très important pour la suite des événements, un gouvernement démissionnaire qui va... ce qu'on appelle expédier les affaires courantes, c'est-à-dire assurer la continuité des services publics, faire des grands projets. Non, parce que dans la mesure où, par ailleurs, il est démissionnaire, constitutionnellement, il n'a pas la possibilité de déposer des projets de loi. D'accord. Ça, c'est un point important. Donc, la Constitution n'impose pas non plus de délai au président pour nommer un nouveau Premier ministre. Donc, potentiellement, on peut avoir un Gabriel Attal présent donc, le 14 juillet, présent à l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, je pense qu'il veut faire les JO, mais... Il va aller jusqu'au Paralympique. À mon avis, il va aller jusqu'au Paralympique. Dès le 18 juillet, il y a une nouvelle assemblée et il peut y avoir une motion de censure. Le 18 juillet, effectivement, il peut y avoir une motion de censure. Et là, du coup, le président sera obligé de... Et une motion de censure sur quoi? Parce qu'il peut y avoir une motion de censure sans projet de loi? Ah oui, c'est pas le 49-3, c'est-à-dire que dès que l'Assemblée nationale est en état de fonctionner, est réunie, le bureau est constitué, il peut y avoir une motion de censure, mais en fait le problème c'est que la difficulté c'est que la motion de censure n'aura pas d'effet. Puisque le gouvernement est déjà démissionnaire. C'est pour montrer une opposition politique au gouvernement. Ça n'oblige pas le gouvernement à disparaître du jour au lendemain, la motion de censure. La difficulté c'est que là, la motion de censure, et là nous ne sommes pas tous d'accord entre constitutionnalistes. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais les constitutionnalistes ne sont pas non plus d'accord. C'est que, est-ce que la motion de censure oblige le gouvernement à vraiment démissionner, oui. Là, il y a on ne sait pas. Là, il y a un désaccord entre les constitutionnalistes. Là, il y a une incertitude. Mais en tout état de cause, jusqu'au 18 juillet, en tout cas, minimum, le Gabriel Attal peut continuer. D'accord. Voilà. Et les JO, c'est le 26, non? C'est ça? Ça commence le 26. C'est le 26, les JO. 26 ou 28, oui. 26. Mais dans l'idée de bordélisation permanente des Insoumis, ils peuvent effectivement présenter des motions de censure tous les 8 jours. Enfin, je ne sais pas quel est le... Alors après, ce qui sera intéressant aussi, c'est de savoir s'il y aura une alliance entre la gauche et le Rassemblement national pour voter une motion de censure. Jusqu'à présent... jusqu'à présent,
pourtant la gauche, enfin les Insoumis n'avaient jamais voté une motion présentée par le Rassemblement national. Il est arrivé au Rassemblement national de voter une motion de censure présentée par les Insoumis. Mais il faudrait quand même la conjonction d'une partie des deux pour que la motion de censure passe. Déjà, il faut 1/10 des députés pour qu'un groupe puisse déposer une motion de censure. Et ensuite, il faut, dans les 48 heures qui suivent, le vote et c'est là j'ai un trou de mémoire, c'est les 2/3 ou les 3/5, je ne sais plus. Les 2/3, oui, je sais, j'ai un doute. Oui, je crois que c'est pas les 3/5, les 2/3. Je crois que c'est les 2/3, oui. Pour que la motion soit adoptée. Le nouveau Front populaire n'a pas intérêt, parce que il faut déjà qu'ils s'entendent entre eux pour trouver un candidat, et s'ils n'ont pas le candidat sur lequel ils se seraient mis d'accord, ils n'ont aucun intérêt à faire une motion de censure. Vous voyez vraiment François Hollande en train de se mettre d'accord avec Mélenchon? Non, mais avec Mélenchon ou avec d'autres. Avec Mélenchon ou avec une partie des macronistes. Oui, non, d'accord. Ça peut être à géométrie variable. Ça peut être une alliance plus large. Ça peut être de la carpe et du lapin. Enfin, je veux dire, non. Ce qui est intéressant, en effet, vous êtes trop rationnel. Ce qui est intéressant de ce que vous dites, Jean-Charles, c'est qu'en effet, il peut y avoir, il y a une victoire du Front populaire, il peut y avoir une scission à l'intérieur de ce Front populaire. C'est possible aussi. C'est quasiment écrit. En même temps, même la gauche modérée n'a pas intérêt à se couper totalement en tout cas une partie des Insoumis. Enfin, c'est là que ça va être un jeu. Ce qui pourrait se faire, parce que si Attal reste un moment, est-ce qu'on pourrait imaginer une situation à l'allemande? Là, les Allemands viennent de négocier pendant 3 mois pour présenter leur budget. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement un Premier ministre désigné par la gauche, mais qui consulte, qui prend son temps avant d'accepter d'être nommé Premier ministre? On pourrait imaginer ça ou c'est... On n'a pas 3 mois. Le budget, c'est septembre. C'est septembre, oui. Donc là, ça risque de... Non, pas 3 mois. Non, pas 3 mois, mais jusqu'à la fin du jour. Non, mais moi je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Oui, je pense que c'est tout à fait... Parce que la gauche dit aujourd'hui, on va proposer le nom d'un Premier ministre dans la semaine. Oui, ils peuvent. Ils peuvent. Oui, ils peuvent, mais personne n'est obligé. Oui, rien. Légalement, rien n'oblige à rien, quoi. Enfin... Non, et le président de la République pour le coup, il peut refuser, et il est maître du temps. Il est maître aussi de la décision de nommer un Premier ministre. Sauf qu'après, on aura un 3e tour dans la rue. C'est ça. Oui. Il y a le risque. Parce que là, il y a quand même. Parce qu'il y a le risque, ce que vous disiez, de la déception. Et là, c'est toujours ça couvre. La colère n'est pas arrêtée. Et des gens qui votaient pour la gauche, qui disent mais comment le programme n'était pas appliqué. En même temps, on a 3 groupes, quoi, à peu près à... Oui. Alors, il y a un peu plus fort que les autres, mais enfin... À peu près équivalent. À peu près équivalent, quoi. Donc, c'est très compliqué sans alliance, quoi. En fait, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être mises sur la table. Il y a cette idée, pour l'instant, on va dire d'un entre-deux. Mais après, il y a un gouvernement minoritaire, comme on a pu le connaître jusqu'à aujourd'hui, mais avec un groupe encore plus faible. Oui, là, il y avait 250 députés, il n'y en a plus que 150. Voilà. Ils en perdent une centaine. Quel que soit Ensemble ou Front populaire, peu m'importe. Ça peut être aussi un gouvernement dit technicien. Oui, où on se... à l'italienne. À l'italienne, où on se base sur vraiment des projets de loi. Un médecin à la santé, un militaire aux armées. Non, pas forcément, mais... En tout cas, des personnes qui sont plus ou moins dépolitisées. En tout cas, mais c'est pas impossible que le Front populaire propose, à mon avis, quelqu'un qui n'est pas à l'Assemblée. Pour assurer la continuité des services publics, pour l'intérêt de l'État. Non, je ne pas de nom en tête. Non, je vois mal le Front populaire avec un gouvernement technicien. Ça serait assez malin. Ou alors non, moi, je pense pas je pense qu'ils voudront aller au bout de leurs idées. Ou certains émettent aussi l'hypothèse d'un gouvernement temporaire, intérimaire, effectivement, pour adopter ce qui est le plus important, le budget. Le budget, et peut-être voir après. Mais voilà, ce sont des hypothèses, après on verra bien. Mais en tout cas, sur le plan juridique et constitutionnel, ce sont les hypothèses qui sont possibles. Je crois qu'il ne faut pas avoir des coalitions, il n'y en aura pas, c'est la carpe et le lapin, comme vous venez de le dire, mais qu'il y ait
projet par projet, C'est ça, finalement, projet que par voulait projet. faire Macron. Mais il faut des majorités où des Renaissance pourraient voter à gauche, ou même des rassemblements nationaux pourraient s'abstenir parce que sinon ça ferait trop mauvais effet. Moi je pense que c'est ça. Et puis peut-être attendre la prochaine dissolution dans un an. C'est vrai qu'il y a des projets comme le projet sur la fin de vie, par exemple, Exactement. qui a été abandonné, qui pourrait être repris. Et là, évidemment, ça dépasse évidemment tous les clivages politiques. Je ne suis pas absolument persuadé que le premier souci des électeurs soit... Non, je ne dis pas ça, mais je prends un exemple. Le problème, c'est que ça risque d'être de revenir sur les réformes qui ont été passées. Donc ça signifie que les réformes que la majorité présidentielle a mis 7 ans à poser, à mettre en place, avec toutes les difficultés que l'on sait, vont peut-être être mises en cause. Donc revenir sur la réforme des retraites, parce que ça, c'est quand même un point d'achoppement entre les partis. Donc c'est la loi. Donc là, ils ne pourront pas agir par décret comme l'a dit Mélenchon. Oui, il n'y a qu'une loi qui peut abroger une loi. Ben voilà, donc là, on retombe dans les difficultés qu'on a déjà évoquées. Donc on aura Monsieur Rousseau qui est passé de la majorité présidentielle à la 7e circonscription des Yvelines. Qui va lui être parfaitement à l'aise pour détricoter ce qu'il a tricoté. Enfin là, il connaît bien la loi. La machine à dégoûter les électeurs, elle va tourner à plein là. Mais Rousseau, il connaît bien la loi, il l'a faite. Bien sûr, c'est pour ça que je dis, il va détricoter ce qu'il a tricoté. C'est juste honteux. Oui, mais justement, si on voulait faire un gouvernement un peu d'union, est-ce que, justement, la première des choses, ce serait de dire on ne revient pas sur le passé, on s'intéresse à l'avenir. Parce que si on commence à dire, en effet, on va défaire c'est un argument de campagne. C'est un argument de campagne. Je sais bien. Abolition de la réforme des retraites, abolition de la... L'abolition de la réforme des retraites, pour le coup, il peut y avoir une alliance gauche-Rassemblement national, puisque les deux le proposaient. Oui, enfin, c'était... Suppression de la loi anti-squatter. C'est dans le programme. C'est-à-dire, ils vont pas dire tout d'un coup, non, finalement... il y a des choses peut-être plus ou moins urgentes. mais si vous voulez un gouvernement d'union, je sais pas, je conseille de la personne, mais il faut plutôt aller s'orienter sur l'avenir plutôt que de revenir sur le passé, parce que là, en effet, il y aura des blocages forcément. Si vous revenez sur la réforme des retraites, les macronistes qui l'ont voté, et la droite va être vent debout. Enfin, c'est vrai, non? Oui, non, mais c'est une méthode politique qui... ça, la méthode politique, ça va être compliqué de revenir sur cette réforme. Si on prend l'exemple de la réforme des retraites, 49.3, on n'imagine pas. Enfin, on peut imaginer, mais ils pourront utiliser. Oui, mais avec des avions, ça. C'est compliqué. Oui, de toute façon. On va voir comment ça se passe. Enfin, les jours prochains vont être assez passionnants. Mais je pense que Emmanuel Macron va prendre son temps. Oui, c'est son habitude. Il va rappeler Jean ça dépend. Le soir des pros européennes, il a été vite. Il prend son temps là où on attend qu'il finalement il prenne une décision et puis tout d'un coup il nous... Absolument. Donc c'est quand même une situation totalement inédite. Ah oui. Et une cohabitation, une cohabitation qui sera aussi totalement inédite, parce que jusqu'à présent, les cohabitations n'avaient lieu que lorsqu'il y avait une majorité, souvent d'ailleurs pléthorique, à l'Assemblée nationale, que ce soit Chirac avec Mitterrand, Balladur, ou Jospin avec Chirac. Ils avaient une grosse majorité qui soutenait le gouvernement. Là, il n'y en a pas. Donc c'est encore une cohabitation qu'on n'a jamais connue. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. On peut, hélas, qu'être d'accord. Et le problème, c'est le manque de crédibilité du politique, parce que finalement, si les lecteurs se sentent, d'une certaine façon, floués... oui, c'est ça le risque. La confiance va disparaître, et l'action du politique sera entravée par le fait qu'il n'y a plus de soutien politique pour adhérer à ce qu'il peut proposer, même si ça paraît
rationnellement et en même économiquement temps, nécessaire. Comme le disait Armel tout à l'heure, il y a cette fatigue démocratique dont on parlait, elle n'existe pas. Il y a quand même une grosse participation, il y a un intérêt. Mais justement, si ça ne se traduit pas, est-ce que les gens vont finir par descendre dans la rue? Mais ça ne se traduit pas. C'est le résultat des votes des Français quand même. Glucksmann est intervenu et lui, à l'inverse de Mélenchon, il dit bon, mais il faudra trouver des compromis. Absolument. Donc, oui, il y a les deux tendances. À l'intérieur de la gauche, on le voit bien, même Tondelier, le même discours pour les Verts. Il y a le discours de LFI qui a été celui de Mélenchon hier, qui est rien que notre programme, tout notre programme, et c'est nous qui avons gagné, ce qui est en effet pas le cas, puisqu'il y a 3 groupes à peu près à égalité, donc pourquoi un gagnerait plus que les autres? Et même d'anciens LFI commencent à, quand on voit Clémentine Autain... Oui, Clémentine elle a découvert qu'elle n'y était plus. Oui, j'ai vu ça. Oui, non, mais voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi que des historiques de LFI... Oui, Corbière, Simonet... Ruffin. Tout cela sont plutôt pour des négociations. Alors, après, c'est compliqué. Ils n'emploient pas le mot. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais tous les partis sont dans ce cas, parce que finalement, tous les partis sont divisés. Même chez Ensemble, enfin Renaissance, il y a Horizon qui commence à tirer un peu la couverture vers lui, ou à on peut imaginer des frondeurs. Parmi la droite, il y a ceux qui sont pour une alliance et ceux qui sont pour une indépendance. Donc on a cet aspect-là. Au RN, on peut imaginer aussi que les partisans de Jordan Bardella ne sont pas les partisans de Marine Le Pen. Enfin, qu'entre eux, il y a quand même un discours qui n'était pas complètement fluide, j'ai l'impression. Et puis je pense aussi que Marine Le Pen va commencer à s'interroger peut-être sur l'usure, non pas du pouvoir, mais l'usure de ses candidatures, parce que ça devait être la dernière, et la prochaine devait être la dernière devait être la dernière, donc là, maintenant la prochaine sera encore la dernière. Donc et puis l'image peut-être aussi un peu usée entre guillemets, enfin pardonnez l'expression. Ce sera sa 4e candidature. Voilà, donc là ça peut sembler avec un patronyme dont les gens n'ont peut-être pas vraiment envie de. Donc tout ça sont des éléments qui et donc pour s'entendre, pour faire se rassembler des partis qui eux-mêmes n'arrivent pas en leur sein à être complètement d'accord, ça va ajouter de la complexité à la complexité. Et dans les stratégie, Non, c'est juste simplement pour ajouter que les partis vont devoir inventer, oui, absolument, inventer une nouvelle méthode de travail. C'est pas dans la culture française de négocier, et là ils vont être obligés. C'est pour ça que je parlais de l'Allemagne, qui pourrait être qui est un exemple, dans la démocratie parlementaire. Mais c'est vrai que est-ce qu'ils seront assez intelligents pour ça? C'est pas gagné. Faut les éduquer. Il y a dans les stratégies, je parlais de Marine Le Pen, pour lequel je disais c'est peut-être une bonne nouvelle que son parti n'ait pas gagné les législatives. Il y en a un qui ne voulait pas gagner aussi, c'était Mélenchon, notre ami. Jean-Luc, vous l'appelez Jean-Luc. Totalement, bien connu, on fait toi. Et alors, justement, il a fait une interview il y a un petit peu avant le second tour où il disait, mais non, il n'y a pas de crise de pouvoir, puisque si jamais on n'arrive pas à gouverner, il faut que le président de la République démissionne. Ce qui veut dire, moi, ce que j'attends, c'est l'élection présidentielle d'une part, mais la démission du président de la République qui ne peut pas dissoudre avant un an, ça ne sert à rien. Ça fera éventuellement un nouveau président de la République avec une chambre qui sera la même. Donc, oui, c'est ça. Même si c'est un nouveau président, il ne peut pas dissoudre, on est bien d'accord. L'hypothèse, c'est impensable. C'est impensable que Macron démissionne. Il voudra avoir sa revanche, je ne sais pas, bricoler pour que... Il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas tout cassé pour démissionner, quand même. Non, mais c'est la stratégie de Mélenchon. Mélenchon pense... Rien ne se passera avant un an. D'abord au présidentiel, avant les législatives. Bon, donc voilà, on va regarder, on va attendre. On peut parler peut-être de la situation, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter là-dessus. Je voudrais juste dire un truc important, c'est que le grand perdant de tout ça, ça risque d'être Zelensky et les Ukrainiens, parce que toute cette nouvelle coalition, ce que vous appelez le Front républicain, ne me semble pas être de fervents partisans de l'Ukraine, et que donc... ça dépend, ça dépend qui. Non, mais si vous prenez Glucksmann, par exemple, ou Hollande, ou etc. Glucksmann, c'est monsieur, j'oublie tout, il a 14% aux élections européennes, il se fait complètement bouffer par Mélenchon, là on l'entend à peine. Pardon, il y a quelque chose qui est quand même important qu'on n'a pas abordé, c'est le rapport de force à l'intérieur du Front populaire,
Il est certes LFI est le premier parti, mais ils perdent beaucoup par rapport. Ils avaient la moitié des députés dans l'Assemblée de 2022. Là, le groupe socialiste est pratiquement à la même hauteur que LFI. Si on ajoute les socialistes et les Verts, ils sont au-dessus. Donc ça aussi, c'est une dimension importante. Hein. D'ailleurs, Mélenchon l'avait dit, quand je pense que j'ai dû sacrifier 100 députés. J'ai dû leur donner. Ce qui prouve qu'on ne sort jamais indemne de ce à quoi on a échappé de peu, finalement. Ouais. Mais c'est important aussi le rapport de force à l'intérieur de ce front populaire. Hein. Parce que, bon, et justement, et pour ce qui est de Zelensky, alors si le Rassemblement national était passé, c'est évident que c'était une très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens. Sur le Front populaire, c'est quand même beaucoup plus partagé. Qui dit partage dit deux partis. Hein, non, mais il y a des forts partisans de l'aide de l'Ukraine. Oui, mais qui vont... Et Glucksmann a fait beaucoup sa campagne là-dessus, d'ailleurs, hein, et sur l'Europe et sur l'aide de l'Ukraine. Alors, on peut parler un peu de ce qui s'est passé dans les Yvelines, si vous êtes d'accord. D'abord, c'est intéressant parce que les chiffres sont tout à fait différents des chiffres nationaux. Si on prend l'ensemble du département, la majorité présidentielle fait 40,15%, la gauche 29,46% et le Rassemblement national 18,17%. Ce qui est quand même très différent de la moyenne nationale. Il n'y a pas d'élus du Rassemblement national, même dans la 9e, j'ai fait une longue interview de Bruno Milienne, qui était le député sortant de la 9e. Qui s'est désisté. Hein. Qui s'est désisté pour la candidate socialiste, qui est donc une socialiste qui était du Front populaire. En off, il me disait, je pense que ça ne suffira pas à empêcher le Rassemblement national. Ça l'a empêché, il n'y a pas un député. Pour le reste, on avait parlé des circonscriptions. Je me souviens qu'avec... vous aviez dit dans la 11e, Laurent Mazoret a une petite chance. On a été les seuls à dire ça. Tout le monde vous avait dit mais non, il n'a aucune chance. Oui, en évoquant le terrain, parce que finalement, il avait quand même une réputation d'homme de terrain et je pense que il a très bien joué sa campagne en communiquant sur la connaissance du terrain, la proximité avec les électeurs. Et à partir du moment où c'est une communication qu'on peut dire qui est complètement éthique, c'est pas de la communication au sens, je dirais, non éthique du terme. Le terrain a parlé. Alors c'est très très serré, mais c'est une... Alors c'est très serré, c'était très serré déjà en 2022, puisque le Martinet avait été élu avec 115 voix d'avance. Là, je crois que Laurent Mazoret a 140 voix d'avance. Il y a un recours, je crois, qui est dans les tuyaux, donc c'est pas définitif. S'il y a un recours, on verra ce que dit... c'est quoi le tribunal ? Le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, d'accord. Ça peut prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Ça prend un peu de temps, oui, absolument. Dans les autres circonscriptions, donc première circonscription, Charles Rodwell est réélu. C'était assez attendu, c'est la circonscription de Versailles, etc. Contre quelqu'un de gauche, ça paraît relativement... ça paraissait relativement fait d'avance. Enfin, il était élu assez confortablement. Parce qu'il il y avait quand même une triangulaire. Avec le Front National, le Rassemblement national. Oui. Il faut dire que dans cette circonscription, il y a Versailles, il y a Guyancourt, il y a Montigny. Oui. Guyancourt avait voté majoritairement à gauche pour les européennes. Oui. Ce qui explique le score qui est quand même assez élevé à Guyancourt. Oui, absolument. Qui, dans le découpage électoral, a été noyé avec Montigny et Versailles. Versailles, donc on savait que ça n'irait pas oui, loin. c'est plutôt une circonscription qui est à droite, traditionnellement. Dans la deuxième, Jean-Noël Barrot est aussi assez confortablement réélu, qui était ministre des Affaires européennes. Voilà, là aussi, il y avait, on en avait parlé, c'était attendu. Enfin, ça s'est jamais attendu complètement, mais là, le score est... Là, il n'y avait pas de triangulaire, le score est très, très élevé. Troisième circonscription, Béatrice Piron, aussi réélue. C'est largement aussi. Très largement.
La troisième circonscription, oui, vous la connaissez, Armel? Non. Pas plus que ça. On note que c'est un LR avec étiquette RN. Donc ça prouve Oui, que c'est pas absolument. forcément... voilà. Marie Lebec, qui était ministre des Relations avec le Parlement, confortablement aussi réélue dans la quatrième, alors, malgré une triangulaire, hein, enfin... Enfin, c'est une circonscription qui est quand même globalement toujours... Oui. Il n'y a pas de surprise. Absolument, c'est un peu chez vous. Ça. Voilà, absolument, c'est Marly-le-Roi. Voilà, Marly-le-Roi. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Elle a eu chaud, je crois. Mais Oui, à un moment, ça s'est... Elle est annoncée perdante à un moment. Ça s'est annoncé perdante à un moment. Je ne vois pas pourquoi, parce que l'écart est quand même assez important. Alors, il y a une personnalité... Armel, vous la connaissez, Jacques Miard, qui est maire de Maison-Lafitte depuis des années, qui a été 20 ans ou 25 ans député. Le vibrillonnant maire de Maison-Lafitte. Et là, qui s'est rallié au Rassemblement national, ce qui après tout, pas très très étonnant vu le discours qu'il a depuis des années sur les femmes, sur les, à peu près tous les sujets notamment de politique et de société. Hein. Oui, il veut ouvrir le champ de course. Bon, c'est pas mal. Sixième, Natalia Pouzireff aussi assez confortablement réélue. Il y avait quand même beaucoup de triangulaires. Hein, le Front populaire, c'est pas beaucoup désisté dans les Yvelines. Là aussi, bon. C'est tout à l'honneur de ces gens-là d'avoir été élus sans désistement, honnêtement, et c'est très bien. Alors, on arrive à la septième et à votre ami, Aurélien Rousseau. Alors, lui d'assez peu. Hein, alors, Nadia, qui était la députée sortante, qui était ministre de la Ville. Oui, deux anciens ministres. Oui, deux anciens ministres l'une contre l'autre, avec la cuisinière en troisième position. Là, oui, c'est assez étonnant. Moi, j'étais assez étonné quand j'ai vu Aurélien Rousseau se présenter avec le Front populaire. C'est vrai que quand vous avez été quand même directeur du cabinet de la première ministre Elisabeth Borne, que vous avez été ministre de la Santé du gouvernement de Gabriel Attal. Hein, c'est totalement hallucinant. Ceux qui à gauche sont passés à Renaissance ou macronistes. Ils font le chemin inverse alors? Non, mais beaucoup ont fait le chemin inverse. Hein. Oui, mais enfin, etc. Peu ont porté une réforme. Ah oui, ça d'accord. S'inscrire dans un parti qui veut démonter la réforme. Ça c'est à mon avis une grande première quand même. Ça, là, on est au-delà. Son nom va être gravé dans le truc de la dignité. Enfin, mais les Français aiment ça, visiblement. Donc, pourquoi être honnête, pourquoi être constant, pourquoi avoir des opinions. En plus, je crois que c'est un directeur de cabinet qui avait été imposé par Emmanuel Macron à Elisabeth Borne. Hein, donc, oui, il est bon pour s'entourer, Macron. C'est toujours les bons choix. Alors, 8e circonscription, Benjamin Lucas, qui était donc Front populaire, est réélu assez largement face à un Rassemblement national. La 9e, donc Bruno Millienne, qui était député sortant, s'est désisté pour Dienama Diop, qui est donc Front populaire socialiste, qui est conseiller municipal des Mureaux. Là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des villes, les Mureaux, etc., où ça vote à gauche, mais il y a aussi pas mal le Rassemblement national est assez fort dans cette circonscription. Hein. D'ailleurs, l'élection se joue relativement peu. Il y a beaucoup de communes très agricoles, très on n'est pas très loin de l'Eure-et-Loire, hein, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un vote au Rassemblement national qui est assez fort. 10e, Aurore Berger, qui était ministre de l'Égalité, des droits des femmes, s'est largement réélue, malgré là encore une triangulaire. Ce qui est assez intéressant de voir, et c'est vrai dans ce département, et c'est vrai un peu nationalement, c'est qu'au fond,
candidats qui se sont maintenus alors qu'ils n'étaient pas très bien placés dans une triangulaire, mais qui pouvaient se maintenir, ils baissent généralement de score entre les deux tours. Je l'ai vu pour des ensembles qui s'étaient maintenus contre des candidats de front de gauche. Leur score est moins fort au deuxième tour qu'au premier. Ce qui prouve que l'arc républicain a bien joué. Il fonctionne même sans être... 11e, donc Laurent Mazory d'une courte tête, si on peut dire. Alors là aussi, c'est vrai qu'il a bénéficié du fait du retrait de la candidate ensemble dès le premier tour, qui ne s'est pas présentée pour ne pas faciliter l'élection du Rassemblement national, et le retrait... personne ne connaît les raisons, de la candidate du Rassemblement national entre les deux tours. Donc voilà, c'est une petite victoire, mais on verra évidemment aussi un recours. Et puis, deuxième circonscription, Carl Olive, là aussi, c'était pas évident. Le Rassemblement national était en tête dans sa ville à Poissy aux européennes. Ce qui veut dire aussi qu'il y a... C'est intéressant parce qu'il y a une dimension aussi régionale, locale, importante dans ces élections législatives. Hein. Quand on dit il y a 588 petites élections, c'est pas faux, quoi. C'est 76. 17. C'est pas fou, c'est vrai qu'il y a cette dimension locale, vous en aviez parlé, mais oui, on en avait parlé, ça compose les deux. Après, le national peut avoir un effet game changer quand le candidat est du parti du président de la République au pouvoir. Donc si le président a beaucoup d'insatisfaits, il va en pâtir, mais après le local peut parfois même compenser par une efficacité, par une reconnaissance, parce que finalement les citoyens ont aussi des considérations, je dirais, directes, locales. Ils savent que le député peut être un relais quand même pertinent. Et ça, c'est probablement le cas, parce que d'après ce que j'ai entendu des gens qui étaient sur le terrain, il y a en effet un rejet du président. Il y avait deux rejets, si j'ai bien compris. Un rejet du président de la République d'Emmanuel Macron qui est assez fort, et un rejet de Jean-Luc Mélenchon qui est encore plus fort. C'est les échos qu'on peut avoir. Oui, c'est l'éléphant dans la pièce, Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment... La période va être passionnante. C'est dit... on avait dit ici, je crois, où ça sera le Rassemblement national ou le bordel. Mais c'est un bordel démocratique, c'est pas... non. Ça va être le bordel, oui, effectivement. Après, c'est plus angoissant que passionnant. Moi, ça me... Oui, il y a une vraie c'est plutôt angoisse. catastrophé que... Vous avez raison. Oui. Dans la population, il y a un vrai stress. Moi, j'adore la politique, je trouve ça passionnant, etc. Mais là, on arrive à un moment où c'est pas passionnant, c'est juste flippant, pour voir un terme... c'est passionnant quand même de voir comment ça va se passer. Quelle est la capacité, en effet, des gens qui ont été élus à prendre en compte ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut traverser les frontières, ou est-ce qu'on va rester à l'intérieur, chacun va rester à l'intérieur de son clan? C'est une des clés de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Moi, je reste extrêmement pessimiste. La capacité de la Constitution à s'adapter comme elle s'est adaptée à la cohabitation. Oui. Là, on va voir sa souplesse. Tout à fait. Il ne reste plus que les institutions, finalement. Oui, il ne reste plus que les institutions. C'est pour ça que ça ne sert à rien que le président démissionne. Parce que si le politique veut satisfaire tout le monde, il va finir par ne satisfaire personne. En essayant de chercher des coalitions avec une ouverture trop large, ça risque d'être contre-productif. Enfin, je ne le souhaite pas, mais... Il va falloir que quelques hommes politiques redécouvrent le courage, peut-être aussi, parce qu'on a une vertu qu'on a un peu oubliée pendant ces élections. Donc là, peut-être ça redonnera du sens. Mais c'est vrai qu'on est peut-être protégé par les institutions, qui sont plus solides qu'on pense. Qui sont beaucoup plus solides qu'on ne pense, et qui sont toujours adaptées jusqu'à présent aux situations les plus difficiles. Oui. Est-ce qu'elles s'adapteront encore? C'est aussi une des questions. Merci en tout cas. Merci à tous les quatre. Merci. Bonnes vacances. Merci. Et bonnes vacances. Malgré tout. Malgré tout.